Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien en ce 8 juillet 2021. Donc bienvenue pour ce webinaire qui va commencer dans quelques minutes. Donc oui, donc il y a le chat qui bien entendu est là pour tout au fil de ce webinaire un peu spécial. Et bien il est là pour échanger, voilà, pour collecter un peu vos questions, vos remarques, voilà, pourquoi pas vos pratiques par rapport à cette question un peu importante, en tout cas dans le quai de saison. C'est qu'est-ce qu'on peut faire cet été, et pas seulement voilà, de nos vacances, bien entendu, pour nous, en tant que manager, et bien profiter de cette période un peu particulière, et bien pour quelque part mieux réussir notre rentrée qui va arriver très vite et qui va être effectivement un rendez-vous encore important. Donc je vous propose tout simplement de commencer tout de suite. Et puis les personnes qui arriveront, vous êtes les bienvenus, et ceux qui nous écouteront en replay, bien entendu, je vous souhaite la bienvenue et je vous souhaite une bonne lecture. Donc je suis David Guillochot, directeur général de Zest. Je suis très heureux de vous accueillir et j'ai choisi pour clôturer un peu ce cycle de webinaires. Je pense que depuis le premier confinement, il y a dû y avoir plus de 25 webinaires qui ont été réalisés. Et là, j'avais envie de partager, de discuter un peu avec vous, j'espère, et bien sur cette question de notre rentrée en tant que manager qui se profile pour septembre, pour certains avant. Voilà. Donc c'était le sujet un peu spécial, un peu détente, on va dire ça comme ça, mais vous allez voir que c'est quand même très sérieux pour pouvoir profiter de ça et puis capitaliser aussi sur un peu les différents retours d'expérience dans ce monde un petit peu particulier qui a un peu bouleversé nos organisations et aussi nos façons de manager. Pour ceux qui découvrent pour la première fois ce Zest et notamment ce format de webinar, donc rapidement, Zest est une solution digitale qui est à la fois web et mobile, qui permet d'aider très concrètement les humains qui pilotent, qui organisent, qui managent, qui font les organisations à rendre justement ces organisations plus adaptées à eux, plus épanouissantes et plus performantes. Voilà, donc on est convaincu que l'humain n'est pas une ressource et bien plus qu'une richesse. C'est vraiment ce qui fait l'organisation, l'entreprise, le succès ou le non-succès d'une activité. On a la chance d'avoir 35 talents qui sont super engagés sur cette mission. On a plus de 200 clients, dont vous voyez des secteurs et des tailles d'entreprises très très différentes. Donc c'est l'intérêt aussi de cette solution qui est totalement personnalisable et adaptable à un secteur d'activité, à des populations terrain par exemple, qui peuvent être dans des magasins ou bien entendu des fonctions sièges, tout pareil, et bien entendu à l'international. Voilà, donc rentrons dans le vif du sujet. En fait, vous avez compris que si j'ai fait ce choix, c'est la première raison, en tout cas, que je veux partager avec vous, c'est que j'aime le management depuis longtemps. J'aime le management en tant que manager, pas avant d'être un partenaire ou fournisseur quelque part d'une solution qui aide les managers. C'est quelque chose qui, dans ma carrière, j'ai toujours pris du plaisir et de l'envie de le faire. Tant mieux, parce que c'est pas toujours effectivement facile, mais j'ai trouvé un épanouissement professionnel dans cette activité. Et du coup, voilà, c'est un plaisir de prendre cet angle-là sur le rôle de management, le rôle du manager. Et donc oui, je fais ce webinaire parce que tout simplement, je vous aime, vous les managers, et la fonction managériale que je trouve parfois beaucoup trop dénigrée, entre le marteau et l'enclume. On la questionne, est-ce qu'elle est vraiment rentable, utile, et on a vu que voilà, avec ce qui s'est passé et les différents, on va dire, bouleversements de nos sociétés avec un grand S et sociétés avec un petit s, que la fonction de management reprenait un petit peu son sens et parfois son caractère indispensable et très utile dans la manière dont les organisations et les équipes s'adaptaient, se remobilisaient. Et je pense que c'est un bon moment de se redire qu'on a le droit d'aimer le management et les managers qui vont avec. Et au contraire, je pense que c'est important. Alors voilà, c'était la raison du cœur pour laquelle j'ai fait ce webinaire. Et c'est vrai qu'on va se retrouver
les uns et les autres en vacances, et on espère tous changer de masque, hein, et donc avoir ce masque qui est plutôt symbole de moments de détente et plutôt sympathique. Bon, il y a quand même une interrogation sur ce qui va se passer sur la rentrée. Donc, je pense qu'une des clés importantes, c'est effectivement de se dire qu'on a beaucoup souffert déjà personnellement, et nos organisations et nos équipes, hein, c'était en général mis à rude épreuve, que ce soit ceux qui ont été pénalisés, fermés, d'une part, hein, bien entendu, mais aussi ceux qui ont été ouverts et voire même qui ont profité de cette situation, puisque par exemple leur solution a été adaptée. Ça a été notre cas chez Zest. On a eu cette chance, mais c'est vrai que ça a été un an et demi particulièrement dense, intense pour toutes ces organisations, et je crois qu'on est tous individuellement, en tant qu'équipe, en tant que collectif au sens large du terme, on a tous besoin de cette période de vacances, et vacances pour les individus, mais aussi quelque part prise de recul par rapport à nos organisations, notre manière de manager. Et c'est un petit peu le sens enfin, la raison d'être de ce webinaire à cette période de début d'été. C'est de pouvoir se poser un petit peu quelques questions, partager un certain nombre de choses. Alors l'idée, hein, derrière bien entendu, je suis pas en train de vous dire qu'il faut à la plage travailler sur votre rentrée de manager. C'est bien entendu en préservant ces vacances qui sont vraiment indispensables pour recharger les batteries, d'avoir des temps longs. Et voilà, il y a des études qui ont montré que il fallait pour vraiment recharger les batteries, bien passer plus de 2 semaines en vacances. Donc 2 semaines, c'est vraiment je pense, le minimum, d'essayer de faire une coupure complète. Il y a une période un peu de sas, de décompression, où on n'est pas complètement connecté. Et puis il y a un moment où effectivement on recharge les batteries, qui est un peu le cœur des vacances. Et puis quand l'échéance du retour repart, eh bien on a encore un sas quelque part qui se prépare. Et donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut se donner ce temps. Et mon propos est absolument pas de réduire ce temps de vraie déconnexion, mais plutôt de profiter de cette période estivale. Cette période estivale, c'est aussi des moments où on n'est pas tous au bureau ou à distance. En tout cas, on n'est pas tous au travail. Certains sont en vacances. Donc le nombre de sollicitations peut être un peu moins important. Et puis on peut avoir justement des temps plus longs ou des échanges un peu plus informels, souvent avec ses collègues, avec ses managers. Aussi ses patrons, et je pense que c'est quelque chose qui est une opportunité dont il faut profiter, y compris en allant au-delà des murs de l'entreprise, hein, en allant voir son réseau, en allant voir ses anciens camarades, collègues, mentors peut-être, pour justement voilà, se nourrir pendant cette période. C'est vraiment moi quelque chose que j'ai fait souvent, et j'aime cette période-là justement parce que elle est justement différente, et elle me nourrit dans mes réflexions et dans ma manière d'appréhender et de préparer cette rentrée. Et quelque part, je vais en vacances peut-être encore l'esprit davantage libre. Alors, ce que je vous propose là, pour ce webinaire, c'est 3 choses. Une prise de recul vue de ma fenêtre. Hein, j'ai pas voulu pour ce webinaire vous faire voilà, une espèce de pensum sur toutes les les meilleures théories, ou que je crois être les meilleures théories de management, voilà, ou vous faire un peu un tour d'horizon des grands penseurs. Et pourtant, voilà, je vous invite vraiment à relire pendant cette période d'été des gens un peu anciens comme Tom Peters, des gens comme Deming sur l'amélioration continue de la qualité. Voilà, il y a vraiment des auteurs qui sont assez anciens, qui avaient compris beaucoup de choses et très tôt, et sur lequel je pense que c'est intéressant de revenir pour voir un peu les fondamentaux. Donc je vais vous proposer un peu cette prise de recul, vue de ma fenêtre, vue aussi de ce que j'ai vécu et ce que je vois, j'observe, j'accompagne avec l'ensemble de nos clients. J'ai décidé de vous faire un zoom sur une pratique qui me semble, s'il y avait une pratique sur laquelle il faut soit la mettre en place si on l'a pas, soit se poser la question comment on peut l'améliorer, c'est une pratique managériale que je vais évoquer avec vous de manière un peu plus approfondie. C'est pour moi la plus importante dans ma pratique managériale, et c'est important de profiter de cette période pour la re-questionner, voire la créer. Et puis de manière assez tout aussi pratique, de vous proposer au moins 2 actions qui peuvent nourrir un plan d'action pour vous pendant cette période estivale, pour préparer cette fameuse rentrée. Alors, le management, enfin, moi, à titre personnel, je pense que c'est une formidable aventure, et puis c'est finalement
assez simple, en tout cas c'est très difficile à faire, mais c'est finalement assez simple à faire. Le management, c'est vraiment cette notion de faire grandir un collectif, une équipe, en étant bien entendu à l'intérieur de cette équipe. Le manager n'est pas déconnecté de cette équipe, il est partie prenante de son équipe, et c'est de passer d'attentes individuelles, collectives, de l'entreprise, en les traduisant notamment par des objectifs, et d'en faire une performance collective dans la durée, et aussi à un coût entre guillemets humain ou un bénéfice humain qui soit accepté, et donc voire même supérieur à juste de l'être accepté, qui soit un épanouissement professionnel pour le plus grand nombre des membres de ce collectif. Et ça, c'est ça ce challenge. Et c'est une des attentes les plus importantes aujourd'hui, c'est que on se suffit de moins en moins en tant qu'individu de faire ce qu'on nous demande, d'être juste performant. On a besoin d'un supplément aussi d'épanouissement, d'employabilité qui augmente, voilà, et aussi de sens dans nos actions par rapport à quelque chose de plus important. Et ce moteur, enfin pour traduire, on va dire les inputs en output, eh bien c'est un cercle qui continue, c'est une démarche. C'est une aventure humaine, c'est quelque chose de très itératif qui, pour moi, repose sur trois grandes, on va dire, phases ou facettes qu'il faut travailler, faire grandir, améliorer. C'est le bien-être, c'est-à-dire et on le voit en particulier en ce moment, la notion de bien-être prend beaucoup de plus d'importance. Et donc c'est, ok, je suis bien quand je travaille, je suis bien avec mes collègues, je suis bien dans mon lieu de travail, quel qu'il soit. Je suis dans un niveau, on va dire, de stress qui est ok. Je suis dans un niveau de confiance qui est aussi ok par rapport à ce que je fais ou le futur de ce que je fais. Donc cette notion de bien-être est très importante. Par contre, le bien-être ne suffit pas et en plus c'est difficile d'être dans une situation de bien-être si on n'a pas du bien-faire. Et c'est là où dans ma conviction, c'est souvent on peut avoir une tendance à avoir une approche un peu extrême de la qualité de vie au travail, voire du bonheur au travail, pourquoi pas du paradis au travail, mais du coup on se déconnecte un peu d'une réalité qui est très importante, c'est qu'on est malheureux si on n'a pas le bon outil de travail, si on n'est pas dans l'efficacité, dans la performance, on se sent pas bien, et donc on peut pas dissocier les deux. Et donc il faut pouvoir travailler les deux, c'est tant mieux parce que l'entreprise doit avoir cette performance économique. Et donc bien entendu pour le manager, on va parler de bien manager. C'est de comment moi qui ne suis pas forcément un producteur, comment j'arrive à de mieux en mieux manager. Et cette période estivale, comme je l'évoquais, peut être propice à se reposer la question. Et puis c'est aussi ce développement personnel du manager, personnel de chaque individu, de l'équipe au sens global, qu'il faut pouvoir entretenir. Et le management, c'est travailler sur ce cercle vertueux du bien-être, du bien-faire et du développement pour pouvoir créer une dynamique collective. Et moi, je trouve ça extraordinaire parce qu'il y a plein de façons de faire. Il n'y a pas une seule façon de faire. Il faut s'adapter, bien entendu, au contexte et puis à soi-même en fonction de qui on est. Alors, dans l'adaptation par rapport au contexte, il y a ce fameux rendez-vous, enfin qui est déjà, je pense, en place, que vous matérialisez aujourd'hui très bien, vous commencez à bien voir dans vos organisations avec le retour au bureau, avec ce mode hybride qui s'installe. J'avais écrit un article il y a quelques temps sur quelle pouvait être un peu la définition de l'entreprise de l'après-Covid, enfin, ou en tout cas de la normalisation de cette situation, puisqu'on a vu que ça va rester pendant quelques temps et ça risque de se renouveler. Donc il faut vivre avec, comme certains disent. Eh bien, j'avais joué avec après, et je vous propose de les passer en revue parce que je pense que en tant que manager, c'est bien de se dire, ok, dans quelle entreprise, dans quel monde quelque part, moi je vais m'insérer. Je pense que l'entreprise globalement de l'après doit être activiste par rapport à sa mission. C'est notamment cette quête du sens que j'évoquais. C'est ok. Je prends des risques, peut-être dans certains cas, quand on est en pandémie, pour aller au travail. Ça sert à quoi? Est-ce que c'est vraiment utile? Voilà. Est-ce que j'apporte quelque chose? Est-ce que ma contribution individuelle, est-ce que la mission de l'entreprise même me justifie quelque part que je sois dans cette situation éventuellement de stress ou voire de risque? Voilà. Et c'est pour ça que se redonner du sens au niveau global, mais
aussi, et je dirais presque surtout au niveau des équipes, à quoi sert cette équipe, qu'est-ce qu'elle fait, en quoi elle contribue à la stratégie, mais en quoi elle contribue à la mission, et en quoi elle contribue à la satisfaction et quelque part à servir ses clients, et pourquoi on le fait. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Participative, on l'a vu avec cette situation compliquée, un des bénéfices a été de redonner quelque part du pouvoir au terrain. Et c'est plus le top-down voilà, qui suffit. Les solutions pour trouver dans ces situations de changement perpétuel, brutaux et sur lesquels on va remettre en cause des choses qui sont vraiment très opérationnelles, eh bien, on a vu que le participatif était important et la mobilisation du terrain et des managers terrain était particulièrement important. On le voit chez nos clients, il y a une augmentation très très forte d'initiatives autour de ce, quelque part, rééquilibrage et d'aller vers plus de participatif. La résilience, bien entendu, et ça se base notamment par rapport à l'obligation, et le management est souvent questionné par rapport à ça, c'est l'adaptation. Vers quoi on va, c'est quoi les objectifs, comment on remet en cause la stratégie, la façon d'agir, la répartition des investissements. Et donc, c'est vraiment cette notion d'embarquement du collectif avec des directions qui peuvent être très changeantes, parfois contradictoires pendant un certain temps, qu'il faut clarifier, voire faire évoluer rapidement et communiquer et alimenter en termes d'action très rapidement. Et cette notion de résilience est vraiment au cœur je pense maintenant, on a eu, comme on dit, un stress test en situation réelle, et nos organisations et le management en particulier doit pouvoir y penser et se repenser par rapport à ça. L'empathie, on a, comme je l'évoquais, vécu un moment où quelque part on s'est tous un petit peu découverts humainement les uns par rapport aux autres, y compris des positions de management qui n'avaient pas trop l'habitude de faire ça. On a tous vécu ça, hein, du plus haut de l'entreprise jusqu'au plus opérationnel. Et on a senti qu'il y avait besoin de recréer du lien, de s'intéresser davantage aux situations particulières des uns et des autres, et donc d'être en situation de découverte et d'écoute de l'autre, pas simplement parce qu'il vient de 9h à 18h, mais peut-être parce qu'il a des enfants en bas âge, celui-là ou celle-là, et donc c'est des choses qui ont un impact, et on l'a vraiment mis en valeur qu'il y avait une certaine individualisation à avoir, une certaine prise en compte de choses qui pouvaient être très subjectives, très personnelles. Et puis sécurisante, bien entendu, l'organisation doit pouvoir, et ça c'est quand on parle de la pyramide de Maslow, hein, bien entendu les besoins physiologiques, la sécurité font partie des besoins très bas, très important. Et là, dans ce contexte, c'est important. La sécurisation, c'est bien entendu de pouvoir ou pas choisir le télétravail. C'est bien entendu pouvoir ou pas, j'ai envie de dire, d'avoir des bureaux ergonomiques qui vous permettent d'être en situation on va dire positive, en tout cas, qui vont pas vous faire trop mal au dos, à votre exosquelette trop vite. Et donc, l'entreprise doit aussi rassurer sur la résilience et sur le devenir de son organisation dans un environnement qu'on sait qui est très fluctuant. Hein, donc l'adaptation du modèle opérationnel face à une situation de virus fait partie des éléments. Si vous ne donnez pas ces éléments de réponse opérationnelle, si le management n'y concourt pas, et bien entendu, ça sera quelque chose qui va être plus compliqué. Donc le management, ça doit être un peu d'activisme, du participatif, contribuer à la résilience, être un acteur de l'empathie de l'organisation et puis sécuriser son équipe. Voilà, chacun à son niveau, dirigeant ou leader ou manager de proximité. Donc pour continuer et pour finir sur cette prise de recul, un des points qui concerne la plupart, mais pas tout le monde, mais qui est important, c'est cette notion de management hybride, c'est-à-dire de manager des situations où on est à la fois face à des collaborateurs ou avec des collaborateurs qui peuvent être au bureau, et puis d'autres qui seront à distance, et à distance chez eux, peut-être à distance ailleurs que chez eux, et donc et vous-même d'être dans cette situation. Et donc ce management du présentiel, de la distance, du télétravail dans l'entreprise qui, voilà, je vais pas revenir sur tous ces sujets, mais clairement c'est une notion, enfin c'est plus une notion, c'est une réalité qui va être durable. Il y a eu un point de non-retour, il va y avoir des ajustements, mais il y a eu un point de non-retour qui fait qu'on va être, sauf exception, dans un management hybride par défaut presque, alors qu'avant c'était presque l'exception. Et l'une des nouveautés peut-être par rapport à avant, c'est que les managers eux-mêmes vont être dans cette situation de télétravail beaucoup plus qu'ils n'y ont été dans le passé, où voilà, il y avait un peu une espèce de focalisation plus sur les positions collaborateurs que sur les positions managers.
et j'espère que dans vos organisations, cette culture, cette ouverture aux managers pour le télétravail a été faite et que quelque part, c'est un collaborateur comme un autre sur ce sujet-là. Pour décrypter les opportunités et les risques, si on prend quelques axes, en tant que manager, moi, en tant qu'individu, un collaborateur un peu spécial qui a un rôle de management, mon équipe, les évolutions et les changements que ce management hybride a sur la notion de distance et la notion de temps, il y a un certain nombre de points positifs et de points négatifs que le manager, que nous devons nous préparer de mieux en mieux à gérer, bien entendu pour la rentrée, et c'est déjà le cas pour certains. Et c'est je pense, des choses sur lesquelles on peut réfléchir. Il faut commencer par les identifier. Un des éléments, je ne vais pas tous les passer en revue, mais dans les éléments vraiment macro les plus importants qui sont sortis de vraiment quasiment toutes les enquêtes qui ont été faites avec nos clients, elles ont été nombreuses, c'est le côté très positif associé, très attendu lié à l'autonomie. C'est-à-dire que cette situation hybride a été associée pour les collaborateurs comme point positif à l'autonomie. C'est-à-dire le fait d'être, on va dire seul, on va dire en tout cas à distance, était associé à cette notion d'autonomie. C'est-à-dire que de facto, ils se sont retrouvés peut-être dans une situation où il y avait un micromanagement, une situation de suivi des activités qui étaient moins poussées et plus sur les résultats. Et donc là, l'autonomie était vraiment très 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 haut dans le niveau d'attente et c'est vraiment quelque chose qui est positif, puisque qui dit autonomie dit responsabilisation, dit meilleur, on va dire, engagement et efficacité collective. Et le corollaire, en tout cas, c'est pas tout à fait lié, mais l'élément qui était aussi le plus inquiétant ou qui rendait les gens plus inquiétants, c'est le lien collectif. C'est cette notion d'isolement, de petit à petit de perdre ce lien avec le collectif. Et ça, c'est deux, on va dire, opportunité, autonomie et risque, le lien collectif. Eh bien, c'est clairement des terrains de jeu sur lesquels le manager de proximité, au niveau de son équipe, va agir. Comment je revisite quelque part ma pratique de la délégation et de l'autonomie dans cette situation de management hybride. Est-ce que je dois pas adapter certains rituels, certaines façons de faire? Est-ce que je fais pas du micro-management pour compenser mon stress, éventuellement, mon incertitude, parce que je les vois pas sous les yeux quand j'ai vraiment envie? Et puis le lien collectif, c'est bien entendu ce côté animation. Alors, le manager a certainement un rôle un peu de gentil organisateur du collectif, mais c'est aussi de pouvoir reposer sur des personnes qui le font aussi naturellement. Et donc, c'est d'être un peu un chef d'orchestre de ce lien collectif, qu'il va falloir être attentif. Et ça peut se passer par, effectivement, c'est complexe, mais c'est de voir quand est-ce qu'on va se retrouver tous ensemble. Pour faire quoi? Si c'est des réunions de reporting, je pense que les gens vont peut-être ne rien dire parce qu'il y a peut-être une pression entre guillemets hiérarchique, mais ils vont pas en penser moins et ça sera certainement un levier de désengagement, voire de fuite entre guillemets de talent. Donc, je pense qu'un élément clé, c'est effectivement de se poser la question un peu comment on se positionne et que quelque part quelles sont les choses qui changent et comment on pourra éventuellement y répondre individuellement. Alors, ce que je vous propose maintenant dans cette phase un petit peu de vous projeter vers de l'action, c'est de vous donner un peu de quelques clés, en tout cas, que je partage, parce que c'est celles que en tout cas, je mets en avant et sur lesquelles on accompagne des clients. C'est petit acronyme, j'aime bien les acronymes. C'est les ACE, donc c'est des managers qui renforcent ou sont particulièrement attentifs à trois choses. L'agilité de leur management, la posture de coaching et la capacité, la compétence d'empathie. Alors, c'est assez connecté aux éléments de contexte qu'on a évoqués. Et donc, je vous propose de passer très rapidement en vue les trois, pardon. L'agilité, c'est cet effet tunnel qu'il faut éviter. C'est-à-dire, la distance peut être génératrice de cet effet tunnel, d'isolement. Le fait aussi que on est accaparé par des tas de choses qui sont transformées, vous défocus, on va dire, par rapport à des choses qui sont attendues par vos collaborateurs. Si on fait beaucoup de stratégies, etc., on est un peu moins sur l'opérationnel. Donc, il faut éviter cet effet isolement, éviter aussi ce mode, qui peut être assez classique de longues traversées de manœuvre. Alors, on fait une commande, le collaborateur, l'équipe travaille, et puis très longtemps, il revient vers vous à la fin et pour voir si ça vous va ou pas. Et ça, c'est ce qu'on appelle le mode en V, qui peut être très très destructeur, puisque il peut y avoir des boucles de remise en cause, mais elles sont tellement en aval que c'est très très négatif. Donc l'idée, c'est d'avoir une synchronisation beaucoup plus rapide
beaucoup plus fréquente, avec de l'asynchrone. La distance est associée, ou doit être associée à l'asynchrone. C'est-à-dire que une des pratiques qui se développe, et on le voit dans l'utilisation des fonctionnalités, de certaines fonctionnalités, mais globalement, je ne parle pas que de Zest, c'est la possibilité de rédiger quelque chose, de le partager, et de pouvoir, entre guillemets, le consommer au moment où on en a, et de ne pas être forcément dans une relation synchrone à l'instant T, physiquement de visu, ou à distance en visu. Donc ça, c'est vraiment des choses qui, dans votre agilité, itération rapide, échange asynchrone, synchrone, et puis rétrospective dans le mode agile, c'est se poser souvent la question comment on peut améliorer les choses. Et attention, voilà, effectivement, à l'hyperactivité en longue durée qu'on a vu dans le mode de télétravail où on passe entre guillemets du lit au poste de travail et du poste de travail au canapé le soir, mais en fait on va au lit très vite et donc il y a là cette notion, il y a eu des cas très importants de suractivité à ce moment-là. Sur le manager coach, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la posture qui va être plutôt sur le comment, sur le quoi, pardon, que sur le comment, sur l'activité. Ça va être de pouvoir donner un cadre clair et de donner cette autonomie à l'intérieur de ce cadre, de se focaliser plus sur les objectifs que sur les tâches et la productivité et sur la manière de le faire. De pouvoir être en position de coach, non pas d'être simplement un évaluateur du résultat, de l'atteinte de l'objectif, mais être un coach en disant ok, comment tu fais les choses? Tiens, tu fais comme ça. Est-ce que tu penses que est-ce que tu es à l'aise avec ça? Est-ce que tu es confiant sur le fait que ça va te permettre d'atteindre cet objectif? D'être en posture de est-ce que je peux t'aider? Comment je peux t'aider pour le comment? Mais ne pas être sur la définition un peu oppressante et réductrice d'autonomie qu'on pourrait avoir dans certains cas. Voilà. Donc, vraiment aider plus qu'évaluer. Il y a des moments d'évaluation, les fameuses grand-messes d'évaluation annuelles, elles sont faites pour ça. Et pour le reste, il faut être plus sur l'entraide quelque part du manager. Certains parlent du manager servant, serviteur entre guillemets du succès des collaborateurs. Autre point important, c'est ce manager empathique. Qui voilà, pour les tas de raisons qu'on a évoquées. Alors l'empathie, la difficulté, c'est que tout est subjectif, tout est unique, il y a un niveau de personnalisation qui va être important. Mais il faut savoir que pour les collaborateurs, leurs ressentis, ce sont comme des faits. Voilà, ça peut être subjectif, effectivement, mais pour eux, c'est la réalité. Et donc, il faut pas hésiter à questionner, mais parfois, il peut y avoir un filtre qui se fait comment on questionne, quand on questionne. Et donc, c'est aussi intéressant d'avoir une introspection et d'utiliser cet outil qui est très utilisé pour designer les produits maintenant. C'est ce qu'on appelle la carte de l'empathie map. Et donc, de pouvoir se poser la question, de mettre à la place, en fait, du collaborateur, de son équipe. Le retour au bureau, tiens, je vais me mettre, alors moi, en tant que manager, je veux qu'ils soient tous là, ok, donc ça, c'est ma façon de voir. Empathie, map, c'est dire, je vais me mettre dans la situation des collaborateurs, ils avaient pris des habitudes, peut-être qu'ils sont peut-être plus loin que moi du bureau, etc. Donc, on va avoir des choses qu'ils font, qu'ils voient, qu'ils ressentent, qui vont être à prendre en compte dans la façon de les mobiliser et de travailler, de collaborer avec eux en tant que manager. Parce qu'il y a cette notion d'adaptation. Le management doit s'adapter à chaque cas. C'est ça qui fera que vous aurez un engagement beaucoup plus important, bien entendu, par rapport aux collaborateurs. Et l'empathie, c'est aussi de prendre cette notion de sécurité psychologique qui a été très étudiée pendant très longtemps, notamment par Google pendant 5 ans, où au-delà des compétences, qui sont le niveau de compétence que peut avoir chaque individu, ce qui fait le succès d'un collectif, d'une équipe, c'est cette notion de sécurité psychologique qui va permettre justement à tous ces individus de pouvoir s'épanouir et interagir et de manière beaucoup plus efficace, apprendre ensemble, etc. Et ça, le manager est un petit peu ce garant de cet animateur de cette sécurité psychologique et ça se comprend en faisant de l'empathie. Alors pour continuer sur ce format assez court où je partage le maximum de choses avec vous, un minimum de temps, c'est cette fameuse pratique que je trouve la plus importante. Alors bien sûr, vous allez avoir
c'est des situations, enfin c'est des usages des écrans de zeste, mais ça peut se faire en papier, ça peut se faire n'importe comment, sans papier même. C'est vraiment quelque chose qui se développe, qui est pas nouveau, hein, voilà, c'est pas révolutionnaire, c'est pas une pratique qui est née entre guillemets des startups, voilà, c'est des choses qui existent depuis très très longtemps, mais c'est des choses que parfois on met de côté, on dépriorise, voilà, où on s'oblige pas suffisamment en tant que manager à le faire, et c'est moi le premier, une espèce de rigueur que je dois m'imposer pour le faire systématiquement. Et on le voit, c'est sur des secteurs d'activité, des types d'équipes très très différents. Et il y a des études qui ont montré que le fait de mettre ces rituels réguliers, hein, par exemple mensuels, eh bien augmenté de 33% un an. C'est pas l'outil qui fait ça, hein, je vous rassure. En tout cas, malheureusement, ce serait génial pour nous. Mais c'est le fait d'avoir effectivement ces conversations structurées régulières où on va avoir trois choses qui sont très importantes pour le succès et l'engagement du collaborateur. La première, c'est on va parler de ses ressentis. Ah, est-ce que tu as confiance sur le fait que l'équipe va atteindre ses objectifs? Ah, la météo est pas bonne. Ah bon, alors parlons-en. On va pas attendre la mesure à la fin pour sanctionner. Donc là, on est sur peut-être déminer, identifier des signaux faibles qui me permettront au manager d'être proactif. Est-ce qu'il y a des choses que tu as aimées? Est-ce qu'il y a des choses que tu as moins aimées par rapport à cette période qu'on a vécue? Et c'est là où on va pouvoir parler d'irritants ou de choses qui ont particulièrement satisfait et qui sont des moteurs sur lesquels on sera vigilant. Donc cette phase de ressenti est vraiment important, et donc l'empathie, eh bien, c'est aussi d'avoir dans ce rituel deux, trois, pas plus, hein, questions est-ce que tu te sens bien, est-ce que tu es satisfait de travailler chez nous, est-ce que ton poste de travail te satisfait, etc. Le deuxième élément, ça va être effectivement plutôt sur le bien faire, c'est-à-dire que sur la performance, la contribution. Est-ce que tes objectifs progressent? Je vais pas attendre la fin du championnat pour savoir si tu vas le gagner. Je vais essayer à chaque match, de faire un petit débriefing, de comprendre chaque entraînement, de pouvoir te comprendre et voir comment je peux t'aider. Et ça, c'est important d'avoir cette synchronisation qui peut se faire en mode asynchrone, si elle est très régulière, mais parce que c'est le cœur quand même de l'activité, et il est important de l'aborder le plus en amont possible, le plus régulièrement possible, connecté au rythme même du business. Si vous êtes sur des rythmes, par exemple, avec des cycles de closing trimestriels ou mensuels ou parfois même journaliers, il faut ne pas hésiter à avoir des cycles de débriefing. Moi, j'avais un manager, quand j'avais commencé le consultant, qui me faisait un point au début de la journée et à la fin de la journée. C'est parce que je devais être pas seulement très mauvais, mais c'était aussi parce que c'était le moyen qu'il avait trouvé pour faire grandir le plus vite possible ses collaborateurs. Et puis, il y a une partie plan d'action, qui est un peu le contrat que le collaborateur et le manager vont avoir pour pouvoir faire en sorte que les choses s'améliorent. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le management agile, c'est l'amélioration continue. On fait grâce à ça, grâce à ces informations. Bon, ok, t'as pas aimé ça, eh bien, on va faire un petit peu autrement pour que les choses soient meilleures. Il y a cette difficulté peut-être sur un objectif, eh bien, on va avoir une action qui permettra d'aider ou de trouver une ressource qui pourra aider à atteindre cet objectif. Donc, c'est vraiment ces trois éléments simples. Le ressenti, on commence par ça. La performance, on l'évacue pas, mais on est en mode coach. Et puis le mode collaboration. Il faut que ça soit régulier. Moi, je préfère que ça soit. Enfin, je pensais que à la demande, c'était un peu universel, que universellement le mieux. Je pense que le fait de s'imposer cette régularité est vraiment important. Et tous nos clients et moi-même, je le ressens. Il faut que ça soit régulier. Après, que ça soit obligatoire, c'est une autre chose. C'est-à-dire qu'on peut dire, on ne se voit pas physiquement, mais au moins, on note les 2-3 points et on est en mode asynchrone. Voilà, on ne se verra pas physiquement, mais au moins on s'est partagé les 2-3 points qui sont importants. Ça permet d'avoir un peu cette synchronisation, de ce scan, et puis c'est un peu cette sécurité que on laisse personne à la dérive pendant trop longtemps. Voilà, donc vraiment pratique le point régulier. Alors n'hésitez pas dans vos commentaires à me dire si vous le faites, si vous l'utilisez et comment vous l'utilisez et quelles sont vos questions éventuellement par rapport à cette pratique. Je serais ravi d'échanger. Je vais regarder vos questions dans la foulée après. Alors je continue pour finir un peu la partie action. En tout cas, comment j'anticipe les choses et je vous propose de les appréhender. C'est de mettre effectivement ce rituel ou de l'améliorer par rapport à ce que vous faites.
vous faites aujourd'hui des points assez régulièrement, mais peut-être pas systématiquement. Peut-être qu'il n'y avait pas assez de sujets sur, je sais pas, sur le ressenti. Peut-être que vous aviez du mal à peut-être avoir un suivi facile ou à que le collaborateur se prépare, etc. Donc il y a pas mal de potentiel d'amélioration, même si vous l'avez fait. Et si vous le faites pas, je vous invite vraiment à le faire. Et commencez sur un rythme qui vous conviendra, mais faites-le régulièrement. Là, vous avez un exemple de plan d'action, on va dire, d'objectifs, d'atteinte en mode OKR, Objective Key Result, qui est une méthode voilà, qu'on a évoquée dans d'autres webinars, qui est assez simple et assez efficace, assez puissante pour un peu gérer ses objectifs, faire sa performance. Voilà, je me suis mis un OKR de mettre en place un rituel voilà, de management ACE, qui est le point mensuel. J'ai voilà, en gros une période de temps de 2-3 mois pour le faire. Et puis je vais avoir des key results à atteindre. Voilà, je veux avoir impliqué toute mon équipe dans le rituel, c'est-à-dire que je veux en faire en sorte que ça soit un rituel qui soit co-designé quelque part et discuter avec tous les collaborateurs de mon équipe pour pas que ça soit une espèce de je me suis réveillé pendant l'été, je vais vous faire ça, etc. Non, il faut peut-être justement, c'est peut-être intéressant de travailler aussi avec eux, de leur donner un peu cette possibilité d'enrichir, d'améliorer quelque part, de comité, de s'engager par rapport à la réalisation de ça. Pourquoi pas d'utiliser Zest, c'est en clin d'œil avant la fin septembre. Il faut quelques jours vraiment pour lancer un nouveau rituel à travers Zest si vous l'avez pas déjà. Et puis d'atteindre un taux de participation, comme je disais, c'est pas obligatoirement 100%. On n'est pas dans un entretien de conformité type entretien annuel, mais on atteint un bon taux de participation, par exemple 80%. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur une compétence qui est l'empathie, qui est une compétence qu'on travaille en fait. Il y a des gens qui sont effectivement empathiques beaucoup plus facilement et naturellement, mais même quelqu'un qui ne l'est pas peut l'être par un peu de méthode et en prenant en compte effectivement c'est l'importance que ça a. Et donc c'est l'autre partie du plan d'action que je vous propose, c'est d'aller plus loin sur votre pratique de l'empathie au service de votre équipe. J'aime bien dans le développement des compétences les 3-3-3. C'est en gros 3 activités, 3 mois et 3 personnes. Voilà, pour pouvoir se développer sur une compétence. Donc là, par exemple, ça peut être de visualiser. Il y a un peu plus d'informations, notamment grâce à YouTube. Vous faites Empathie Map, vous allez avoir plein de vidéos tutoriels sur comment l'utiliser. Ça sera pas forcément dans votre cas, mais vous allez avoir plein de choses qui vont pouvoir vous aider. Ça peut être de rencontrer des managers que vous savez ou que vous ressentez comme étant plus empathiques ou simplement comme vous pour voir et traiter ce sujet avec eux, comment ils le font. Et puis, concrètement, de faire de l'empathie map sur vos équipes et de l'intégrer par exemple dans votre rituel, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez cette structure où il y a la case ressenti, eh bien c'est d'avoir le sentiment que vous comprenez mieux vos collaborateurs en faisant cette empathie map qui est pas forcément dans la trame du point, mais qui peut un peu dans votre analyse de David, collaborateur qui est peut-être stressé parce qu'il est en plein déménagement ou je sais pas, en plein divorce ou en pleine volonté de progresser très rapidement, voilà, parce qu'il trouve que ça fait longtemps que ça n'avance pas. Voilà, donc ça fait partie de ce travail, de ce plan d'action qu'on peut se structurer à nous-mêmes, sans forcément, bien entendu, que ça rentre dans le cadre de votre relation avec votre manager et votre évaluation annuelle. Voilà, c'est votre intérêt. Voilà. Et puis, en termes de ressources, n'hésitez pas à consommer YouTube. Il y a énormément de podcasts, de webinars qui existent. Vous avez dans le blog de Zest des choses qui sont peut-être intéressantes par rapport à ce qu'on a évoqué sur le déploiement des one-to-one, sur les retours d'expérience de Decathlon ou de Hardloop, sur la pratique des entretiens managériaux notamment. Voilà, donc n'hésitez pas de toute façon à nous solliciter. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Je vais regarder les questions maintenant, bien entendu, pour passer du temps. Et maintenant, n'hésitez pas surtout à le faire pour pouvoir échanger et partager vos retours ou vos questionnements, bien entendu. Alors, je regarde si vous avez des questions. Alors, eh bien, il n'y a pas de questions à ma connaissance. Je ne vois pas de questions. Est-ce que ça aurait été super clair? Est-ce que vous êtes totalement d'accord? Est-ce que voilà, n'hésitez pas, soyez pas timide, comme on dit. Je pense que pour résumer
la période estivale est un moment propice pour avoir des échanges, des conversations qui nous permettent de nous re-questionner quelque part sur notre posture de management, notre rôle de manager, nos techniques, nos petits outils, nos bonnes adresses parfois pour avancer sur le management. Et voilà, en tout cas, c'est certainement un des rôles que professionnellement j'apprécie le plus. Je pense que et c'est un rôle particulièrement important, essentiel dans la résilience de vos organisations, dans le succès de vos organisations, dans le lien social qui est constitué dans votre organisation. Et donc, je vous invite à effectivement, individuellement, bien avoir ce travail, profiter de l'été. Collectivement, dans vos organisations, pourquoi pas de réunir des managers, c'est des bons moments aussi pour avoir ces échanges-là et les approfondir, et quelque part qu'il y ait une démarche collective de co-développement qui puisse se naître. Et puis, bien entendu, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous solliciter. On sera ravis de vous expliquer comment le digital peut concrètement aider à effectivement vous déployer ce genre de pratiques, de dynamiques qui rendent les organisations plus épanouissantes et performantes. Ah, j'ai une question. Merci Céline. Oui, donc effectivement, en tant que manager, on a tous, et pas que seulement en tant qu'individu, Céline dit, voilà, on a vécu des situations où il y a de la frustration qui, en tant que manager, nous semble pas légitime. Voilà. Et ça, c'est effectivement ce que je disais tout à l'heure, c'est le subjectif devient un fait. Alors bien entendu, il y a deux cas. Il y a les gens de bonne volonté et des gens de mauvaise volonté. C'est-à-dire qu'il faut, dans l'empathie, dans l'analyse de la situation, je pense qu'il est important de savoir si est-ce que la personne est dans un mode constructif ou pas du tout. Ça peut être un jeu de rôle. Et donc, si c'est un jeu de rôle, bien entendu, le rapport, l'échange, la manière de traiter la réponse à votre question va être différent. On va pas jouer le jeu avec quelqu'un qui est simplement dans la contradiction et dans l'opposition. Voilà, on va juste montrer qu'on est dans l'opposition, voilà, et qu'on est dans cette relation, et donc on est obligé de s'adapter à cette situation, et donc quelque part, ça sert à rien d'essayer de convaincre si la personne fait semblant de ne pas écouter. Voilà. Mais ça c'est des exceptions normalement. La majorité des cas, ce qui est intéressant, c'est en tout cas de mon côté, c'est de pousser effectivement à déjà pas faire parler le collaborateur sur ses frustrations et d'être en mode coach. Et ne pas d'être en mode samaritain où je vais trouver la solution forcément. Et dans le questionnement, par exemple, ok, c'est quoi cette frustration? Quelles sont pour toi les causes de cette frustration? D'essayer quelque part de montrer ou de cheminer en tout cas avec le collaborateur sur les pistes d'amélioration, sur les leviers qui peuvent être agis à la fois pour eux, par eux, et peut-être par vous. Et parfois, tout simplement, de faire appel aux éléments factuels. Voilà, il y a un moment donné où il faut pouvoir reconnaître la possibilité de la subjectivité ou de l'impartialité ou de la partialité de l'information. C'est-à-dire que voilà, il y a des personnes, effectivement. Il ne faut pas hésiter à dire oui, je comprends. Que tu peux ressentir ça et de pouvoir être sur un élément beaucoup plus factuel. Voilà comment faire. Et quelque part, ne pas essayer c'est mon dernier point, de vouloir traiter la chose trop vite. Dans le cadre de l'entretien, mais ça peut être un processus. On dit voilà, on va essayer de mettre ça en place et puis on en reparle. Voilà, on va être dans une dynamique de progrès et pas forcément de résolution immédiate, puisqu'on le voit, les causes peuvent être à la fois complexes, lourdes, multiples, et puis il peut y avoir une subjectivité. Et souvent, quand on est attaché à une idée, à une perception, et avant de l'abandonner, ça prend un peu de temps. Et donc il faut faire un peu son deuil éventuellement de ça. Donc il faut prendre un peu de temps et voilà, faut entre guillemets travailler, jouer avec ça. Voilà, Céline, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur cette situation. Et typiquement, nous, on travaille beaucoup sur la factualisation du subjectif, en fait, quelque part. C'est-à-dire qu'avec tous les mesures qui sont faites dans Zest, tous les sondages qui sont faits, les managers, le management, la RH, et quelque part les collaborateurs eux-mêmes, les équipes, ont des éléments, on va dire, quantitatifs sur du subjectif. Si par exemple quelqu'un trouve que le process, je sais pas, de promotion, de mobilité interne est pas loyal, eh bien on peut avoir, grâce par exemple à l'analyse qui est faite dans les
enquêtes d'engagement, eh bien, vérifier que cette perception est partagée par d'autres. Et si c'est le cas, voilà, c'est peut-être intéressant de se re-questionner par rapport à son a priori qu'on a nous en tant que manager. Et puis si c'est pas le cas, eh bien, de pouvoir peut-être lui donner cette information et de creuser s'il n'y a pas une situation peut-être particulière, personnelle. Mais en tout cas, c'est pas un problème d'organisation, enfin structurel. Et donc, c'est forcément plus facilement à résoudre certainement localement. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. De toute façon, vous avez mon adresse email. N'hésitez pas à m'en envoyer un, à me connecter sur LinkedIn, à nous solliciter avec Wagan si vous voulez en savoir plus sur Zest. Je vous souhaite un super été. Reposez-vous, ça c'est la première chose. Chargez les batteries, profitez des uns et des autres. Et puis, eh bien aussi, réfléchissez, prenez du recul. Et puis, mettez-vous en mode, tiens, je vais faire quelques petites améliorations de adaptation de mon management pour la rentrée, pour le bénéfice de mon équipe, mais aussi, on l'a vu, de moi-même en tant que manager. À très bientôt, merci, au revoir.